m'appelle Laura Brimont, je suis la coordinatrice de l'initiative Mode de vie en transition à l'IDRI et j'ai le plaisir aujourd'hui d'organiser et d'animer ce séminaire. Donc pour cette première semaine de déconfinement, on a décidé d'explorer un thème qui, à n'en pas douter, va être au cœur des débats politiques et des agendas pour les prochains mois, voire les prochaines années, qui est celui de l'emploi. La pandémie, les mesures prises pour lutter contre la pandémie ont en effet créé un choc très important sur l'économie. L'OFCE estime ainsi que la baisse du PIB due aux mesures de confinement en France va être à peu près de 5% du PIB par rapport à 2019. Donc évidemment, ce choc de l'économie va entraîner des destructions d'emplois très massives, très importantes à travers le monde. L'OIT estimait en effet en mars 2020, selon différents scénarios, que les pertes d'emplois pourraient être comprises entre à peu près 5 millions et 25 millions d'emplois détruits à cause de la pandémie. Donc c'est tout à fait considérable. Ça représente en fait une augmentation entre 3 et 13% par rapport à 2019. Alors cette question de destruction de l'emploi est évidemment très importante quand on parle de la crise économique et sociale liée à la pandémie. Il y a aussi des questions très importantes d'évolution de l'emploi qui se posent. Alors, elles se posent à plusieurs niveaux. Dans le débat public, il y a bien sûr la question de la revalorisation de certains emplois dont on s'est aperçu pendant la crise qu'elles étaient essentielles à la vie sociale. On pense par exemple aux emplois dans le secteur de la santé. Il y a aussi la question du télétravail qui s'est généralisé avec la pandémie pour de nombreuses professions. Et donc, la question se pose si ce télétravail va perdurer dans le temps et quelles modifications, quelles transformations il impose sur le long terme. Et puis, il y a aussi bien sûr des questions de transformation des organisations, de l'appareil productif, pour rendre aussi nos économies plus résilientes à ce genre d'événements que nous sommes en train de vivre, mais également plus résilientes sur le long terme au changement climatique. Alors, tous ces enjeux économiques et sociaux, bien sûr, ont lieu dans un contexte international qui est un petit peu compliqué. On l'a vu, il y a eu certains mouvements de repli sur soi nationaux qui se sont traduits par diverses j'allais dire anecdotes, mais pas vraiment, les décisions de fermer des frontières de manière unilatérale, les batailles autour des masques, des invectives, aussi par réseaux sociaux interposés. Bref, on sent quand même qu'il y a une tension au niveau international. Alors, cette tension dans le multilatéralisme n'est pas liée uniquement à la pandémie, bien sûr. Hein. C'est quelque chose qui était aussi, qui tient lieu depuis plusieurs années. Et donc, c'est dans ce contexte qu'on a choisi d'explorer cette question cet après-midi en se posant la question quel est le rôle de la coopération internationale et en particulier des organisations internationales dans cette réponse économique et sociale à la pandémie. Alors, pour explorer cette question, j'ai avec moi aujourd'hui 3 panélistes. Tout d'abord, Anouché Karvar. Donc, bonjour Anouché et merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi. Donc, Anouché est déléguée du gouvernement français auprès de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Elle est chargée du suivi des politiques de travail-emploi au G7, G20. Elle est présidente du partenariat mondial contre le travail des enfants, le travail forcé, l'esclavage contemporain et la traite des êtres humains. Nous avons également Maric Louis. Donc, bonjour Maric et merci beaucoup également d'être avec nous. Maric Louis est maîtresse de conférences en sciences politiques à Sciences Po Grenoble au sein du laboratoire PACT. Elle travaille sur le rôle des organisations internationales dans la mise en œuvre de la régulation sociale de la mondialisation et dans une perspective historique, donc tout au long du XXe siècle jusqu'à nos jours. Elle est également membre du comité de rédaction de La Vie des idées. Et enfin, nous avons Alison Tate. So good afternoon, Alison, and thank you very much for being here today. So Alison is Director of Economic and Social Policy at the International Trade Union Confederation, the ITUC. So the ITUC represents national trade unions in 165 countries, so about 210 million of workers worldwide. She also sits on the IDRI Strategic Advisory Council, sorry for my English, and we thank her for that.
Donc, ce webinaire va être à la fois en français et en anglais, puisque Alison va s'exprimer en anglais. C'est un webinaire qui est également enregistré, donc il sera possible pour vous de le revoir en replay. Il est également transmis sur notre chaîne YouTube. Et il va se passer en 2 temps. Dans un premier temps, je vais avoir un moment d'échange avec nos panélistes. Vous aurez l'occasion de poser des questions. Alors, dans la petite boîte sur Zoom, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un petit onglet Q&R. Donc, vous pourrez poser des questions dans cette boîte. Les panélistes ne vont pas vous répondre par écrit directement. On va collecter en fait les questions. Et je remercie d'ailleurs, j'en profite pour remercier mon collègue Mathieu Sojo qui va m'aider à collecter les questions. Et donc, on prendra une deuxième partie du temps du webinaire pour répondre à vos différentes questions. Alors, sans plus attendre, on va commencer. Je voudrais commencer par vous, Maric, et vous poser une question donc avec votre œil plus académique sur le sujet. Quel rôle peuvent avoir les organisations internationales, et en particulier donc l'OIT, dans la gestion de cette crise économique et sociale à laquelle nous faisons face? Alors, merci beaucoup. Laura, merci à toute l'équipe de l'IDRI et merci à Alison et à Nouché pour être présente dans cette discussion qui est très importante parce qu'effectivement, c'est vrai que depuis le début de la pandémie, on a beaucoup parlé de santé, mais la question de l'emploi, elle devient là au cœur du problème et des enjeux de coopération internationale. Qu'est-ce qu'on peut attendre des organisations internationales? Je voudrais essayer de répondre rapidement, mais en 3 points. Je pense que la première chose qu'il n'est pas anecdotique de rappeler et qui a été souvent répétée dans les articles qui sont parus ces derniers temps sur l'OMS, mais aussi sur l'ONU, suite notamment aux réunions du Conseil de sécurité, c'est que ce que peuvent faire les organisations internationales, c'est d'abord ce que veulent bien que leurs membres, ce que leurs membres veulent bien qu'elles fassent, et les moyens qu'ils vont leur donner pour qu'elles puissent répondre à cette crise. Donc, dire ça, remettre l'accent sur les membres et sur les États, c'est pas être pessimiste, c'est juste rappeler que contrairement justement à certaines idées reçues, eh bien, les organisations internationales, elles ne sont pas supranationales, elles ne sont pas déconnectées des États, des agendas politiques, des sociétés, elles sont vraiment au cœur de cette actualité. Et que là, en plus, il se trouve que nous sommes dans une situation où le multilatéralisme est plutôt mal en point. C'est un constat qui sera assez, je pense, partagé. Alors, ce qui est intéressant dans le cadre de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui a fêté son centenaire l'an dernier, c'est que les membres, en l'occurrence, ce ne sont pas uniquement les États. C'est aussi, et on en a 2 représentants, on a une représentante des travailleurs ici à travers Alison et Anouché Carvar pour le gouvernement français. Il y a aussi les employeurs qui sont présents à l'OIT. Du coup, c'est intéressant parce que ce ne sont pas que les États qui sont au sein de l'OIT et que jusqu'ici, mais peut-être Anouché Carvar me démentira, les États ont été un petit peu en veille. En tout cas, on n'a pas vu d'énormes querelles politiques se dessiner à l'OIT comme ça a pu être le cas à l'OMS ou au sein du Conseil de sécurité. Eh bien, ce que peuvent faire les organisations internationales, et ici ce que peut faire l'OIT, ça va aussi dépendre des compromis que les partenaires sociaux sont en mesure de tirer. C'est d'autant plus important dans le cadre d'une gestion de crise autour de la reprise de l'emploi. Quand je dis que le débat politique a été mis en veille, on pourra y revenir, c'est qu'il y avait quand même 2 grands temps forts politiques qui étaient prévus et qui ont été annulés par la pandémie. C'était une session du conseil d'administration de l'OIT en mars et surtout le grand rendez-vous annuel de l'OIT qui est la conférence internationale du travail, où figuraient quand même des enjeux importants pour le multilatéralisme, la question de la cohérence des programmes et aussi la question qui intéresse particulièrement l'IDRI, qui était aussi la question du rôle de l'OIT dans le climat et la transition écologique. On pourra y revenir. Donc ça, c'est que peuvent les organisations internationales, ça dépend de leurs membres. L'autre élément dans le cadre de l'OIT, c'est que ce que peuvent faire les organisations internationales, c'est aussi ce que leurs mandats leur permettent de faire.
L'OIT, comme beaucoup, et c'était le cas pour l'OMS, c'est une organisation normative. C'est une organisation qui établit des règles. Elle est beaucoup plus normative qu'opérationnelle, d'où parfois une certaine désillusion, puisqu'on attend beaucoup des organisations internationales sans se rappeler qu'elles ont déjà des budgets limités et que leur principale vocation, c'est surtout de forger un cadre. Alors concrètement, l'OIT a essayé de rappeler un certain nombre de règles de base en matière de droit du travail depuis le début de la crise. Ça a été le cas sur le télétravail. Elle a quand même rappelé un certain nombre de grands principes d'organisation de cette pratique. Mais c'est aussi sur les questions de santé et sécurité au travail où l'OIT, un domaine, un champ d'action qui a été investi depuis sa création par l'OIT. Et donc, en temps de pandémie, là, clairement, l'OIT a un message à délivrer aussi sur comment est-ce qu'il est possible d'avoir des environnements de travail qui soient sécures pour les travailleurs et aussi évidemment pour l'ensemble des acteurs du monde du travail. Et puis, le troisième point, et c'est sans doute là où je trouve que l'OIT, à travers son secrétariat, a été sans doute la plus active depuis 2 mois, c'est l'information. Elle a produit une expertise de manière assez réactive, avec notamment une expertise en matière économique sur des projections en matière de chômage et d'emploi, quels sont les secteurs les plus ou moins touchés. Et donc, cette production d'expertise, elle est indispensable, une expertise en plus fiable dans une période aussi caractérisée par une information souvent incontrôlée, vous le disiez Laura, des querelles sur les réseaux sociaux, des fake news. Donc, on a quand même là une institution qui est une sorte d'observatoire des changements dans le monde du travail et qui va donner justement cette base d'information qui est censée ensuite permettre aux États et au gouvernement d'ajuster de manière coordonnée leur politique. Voilà, donc pour introduire cette conversation, j'insisterai là-dessus, l'importance des membres, relativiser peut-être le rôle des États au sein de l'OIT au profit des partenaires sociaux, la question du cadre normatif et du mandat normatif des organisations internationales, et puis cette fonction d'expertise et d'anticipation des défis à venir et de la crise qui se déroule en matière d'emploi. On n'entend pas. Effectivement, il faut que je remette mon micro, sinon ça ne marche pas. Je disais merci beaucoup Maric, et justement comme vous mentionnez très justement le rôle des partenaires sociaux au sein de l'OIT, je voudrais demander à Alison. Alison, what in your mind, what is the role for you of an actor like the IUTC, and what are the role of trade unions in this crisis? I know that you did a lot for now during this crisis. So if you can also tell us what concretely you have done, it will be great. Great, and thank you everyone for bearing with my English rather than joining in the conversation in French. But indeed, as Marika has just outlined, what is happening at an international level and a workplace level and all in between is really a huge challenge to the trade union movement, as well as being a moment of really showing the value of coordinated action and the capacity to really represent workers. Because what we see, of course, is in the first instance, this is a critical moment in the health of workers and families and communities. So unions have been really very active in not only in the lead up to the pandemic, but in the response to the pandemic of looking at what are the points about support for workers around their health. Obviously, frontline workers, as we now call them, is actually being understood as not only to society, but to employers as well as essential people, essential workers, not just someone who deserves the lowest possible cost in our business operations. So what we find really is that for those businesses that are really looking at their own sustainability, their own both economic, ecological, and long-term capacity to survive the COVID crisis and to survive their business models into the future and thrive, then what we see is really the intersection of the issues that have always been of concern to workers: wages, paid sick leave, capacity to take leave, carers leave perhaps,
the reality about wage levels. What we see is many of the workers now around the world, and it's being acknowledged in all kinds of countries, in all kinds of development situations, that workers are essential, not just to deliver the work, but as essential parts of providing care, ensuring food supplies are safe, ensuring that the cleaning and sanitation of our offices or our factories or our meat works or our hospitals, these are essential services. So what we see now is, I think, a much greater acknowledgement of social partnership. And so what Marika was referring to, where the International Labour Organization brings together workers and employers and governments to set the policy settings, not only as labor standards, but how do we improve and ensure that those workplace practices and the laws and rights that protect workers and ensure businesses are effective and are sustainable are really a part of what we've long called the social contract. So we see as a result of COVID-19 that people are looking at the different actors now. Who are the actors in a new social contract that acknowledges that the levels of health crisis, of inequality, of climate devastation, of what we really need in both the protection of jobs and the sustainability and investment in decent jobs and in decent working conditions, has really come together in a moment of enormous crisis, many of course impacted much greater than others. And we find it kind of interesting that very often it's talked about as people who can work at home, telework, and people who cannot. Well, that's a very specific perspective to those who can work from home, like those of us here on the call. We are lucky in that way. But those privileges are not for everybody. What we see is that 60% of the global economy is based on workers working in informal jobs, without the protection of social protection, of decent minimum wages, without being actually covered by labor laws, and without having the mechanisms for remedy when violations of their fundamental rights come into play. So what we see is this is a really huge moment to rethink and to reset both the policy settings and the engagement between unions and employers and all levels of government. And I know we'll have longer chances to respond in more details about how that will look into the future for both dealing with the current crisis and moving out of that crisis into phases of recovery and resilience building. Thank you very much, Alison. Je me tourne vers vous maintenant, Anouché. Marik l'a dit, 2019 a été une année particulièrement importante pour l'agenda international de l'emploi. Il y a eu la célébration internationale de l'OIT, du centenaire de l'OIT, pardon. Il y a eu l'adoption de la déclaration sur l'avenir du travail, le G7 social, également l'année dernière. Et du coup, ça a mis forcément la question de la lutte contre les inégalités et l'emploi au cœur un petit peu de l'action multilatérale. Ce que je voulais vous demander, c'est en quoi aujourd'hui la pandémie change l'agenda en fait, qui avait été impulsé l'année dernière et en quoi ça change la dynamique de l'agenda. Merci beaucoup pour votre invitation et merci à Marik et à Alison d'avoir déjà bien planté le décor. Peut-être j'apporterai une petite nuance à votre question. En fait, l'année dernière, 2019, a été une année très importante pour l'OIT puisque c'était l'année de son centenaire. On n'était pas sur un agenda international de l'emploi, on était sur un agenda international du travail. L'OIT avait d'ailleurs pris les devants en organisant 3 ans avant l'arrivée de la date de son centenaire, une commission mondiale sur l'avenir du travail. Et d'ailleurs, cette commission mondiale, qui a très bien travaillé, qui a rendu un rapport qui a construit ou constitué le fondement de la déclaration du centenaire, n'était pas propre à l'OIT. L'OCDE avait fait le même travail, le FMI le même travail sur l'avenir du travail. Nous étions tous orientés vers
quelles sont les compétences pour demain, comment on répond aux transformations de l'emploi, bien sûr, mais du travail surtout, avec les transformations digitales, avec la question environnementale, avec les transformations démographiques, les transitions démographiques que les différentes sociétés vieillissantes ou jeunes étaient en train de parcourir. Et la question, c'était sur la protection sociale, c'était comment adapter nos socles de protection sociale, nos systèmes de protection sociale à ces nouvelles donnes du travail, de l'économie de plateforme, par exemple, et les relations de travail particulières que ça comprend. Et du coup, nous étions beaucoup plus sur une réflexion, évidemment, sur les normes internationales du travail, qui est le cœur de métier de l'OIT, et surtout de leur adaptation à de nouvelles questions sociétales, comme par exemple la question de violence et de harcèlement dans le monde du travail, et notamment la question de violence et harcèlement pour les femmes. Donc, vous voyez bien qu'on était dans cet environnement-là. Évidemment, à cet agenda-là, aujourd'hui, la crise du Covid en a ajouté un autre, qui est sur l'avenir de l'emploi. Et sur la question de l'avenir de l'emploi, on ne pose plus les questions de la même manière. La question, c'est aujourd'hui comment on conserve les compétences dans les environnements de travail, comment on protège les emplois et on sauvegarde les entreprises. Les difficultés majeures qu'avaient eues les partenaires sociaux à s'accorder sur la déclaration du centenaire étaient apparues sur les sujets liés à l'emploi, justement. C'était sur la question des salaires, du partage de la valeur ajoutée et la question des salaires. Alison y a fait référence. Les entreprises souhaitaient que l'OIT travaille sur la productivité. D'ailleurs, un rapport sur la productivité devait être produit par le directeur général dans ce contexte. Mais aujourd'hui, nous sommes sur ces questions qui avaient du mal à émerger dans un agenda international du travail se retrouvent au cœur des préoccupations de l'OIT. Et il faut dire que l'OIT, ce n'est pas son cœur de métier, l'emploi. Évidemment, la crise de 2008 et la pression exercée à l'époque par les partenaires sociaux internationaux, mais aussi par le directeur général de l'OIT à l'époque, qui était M. Somavia, avec la proposition d'un pacte global pour l'emploi, avait permis de travailler sur la question, de mettre la question de l'emploi des jeunes en priorité. Mais encore une fois, nous n'étions pas sur le cœur de métier de l'OIT. Et le sujet qui a survécu beaucoup plus longuement dans l'organisation et qui aujourd'hui, de nouveau, devient majeur, c'était la question de l'accès au socle de protection sociale qui a donné lieu à l'issue de la crise de 2008-2009 à la recommandation numéro 202 de l'OIT qui demandait à tous les pays de mettre en place des accès aux services de soins, que les États puissent assurer à leurs ressortissants une protection sur leurs revenus tout le long de leur vie, que ce soit sous forme d'allocation pour les enfants, que ce soit pour des revenus pour les personnes âgées, mais aussi que ce soit pour des revenus de remplacement lorsqu'ils perdent leur travail, ou comme Alison disait aujourd'hui, la grande question de congé maladie, congé maternité, congé maladie, qui se pose aujourd'hui dans le contexte du Covid de façon extrêmement prégnante. Donc, nous voyons qu'un agenda international qui était pour l'OIT sur son cœur de métier, le travail, les transformations du travail, les évolutions et l'adaptation de son système normatif aux nouvelles formes du travail, aujourd'hui se trouve confronté à un agenda, comme vous le dites à juste titre, de l'emploi. Et cet agenda de l'emploi se traduit par la question de comment est-ce qu'on peut effectivement apporter
des socles de protection à tous les travailleurs partout dans le monde, car nous vivons dans une situation d'interdépendance entre les pays, ce qui est une forte, on va dire, une forte motivation pour aller vers des réponses globales et multilatérales, même si les pays ne sont pas favorables tous à ce type de réponse. Nous voyons bien que nous ne pouvons pas aujourd'hui mettre fin à une crise pandémique dans nos pays où nos salariés peuvent rester à la maison à la faveur du chômage partiel ou parce que le télétravail dans nos pays sont possibles, alors que dans des pays vulnérables, le travail informel sévit. Et dans ces pays-là, nous ne pouvons pas exiger des travailleurs journaliers de rester chez eux alors qu'ils vont rechercher tous les matins de quoi nourrir eux-mêmes et leurs familles le soir. Donc aujourd'hui, nous sommes dans cette situation-là. Et de nouveau, pour revenir sur le cœur de métier de l'OIT, la question des normes internationales du travail devient prégnante, car nous voyons les prémices d'une remise en cause de ces principes et droits fondamentaux au travail dans des contextes de reprise économique où effectivement la course à la reprise du travail, la course à la productivité peuvent se traduire par un retrait des normes internationales du travail partout dans le monde. Merci beaucoup, Anouché. Alors, si je comprends bien, du coup, la question de la protection sociale devient un petit peu centrale dans l'agenda international. Est-ce que, du coup, en termes d'agenda pour la France, ça devient l'objectif numéro 1 ? Alison, quand on préparait la discussion, me disait pour elle l'importance de la France, en fait, dans le jeu international sur ce sujet. Vous, comment vous voyez la question, je dirais, d'un point de vue diplomatique, stratégique ? Quelle est la stratégie, en fait, du gouvernement français pour pousser cet agenda-là ? Écoutez, nous avons eu la chance de présider le G7. La France a eu la chance de présider le G7 l'an dernier. C'était un moment important puisque la correspondance, la coïncidence avec l'agenda de l'OIT nous paraissait très intéressant. Donc, avec les 7 pays du G20 et l'Union européenne, et j'insiste sur les 7 pays parce que parmi lesquels on va dire que certains ne sont pas aujourd'hui des parangons du multilatéralisme, comme les États-Unis, nous avons quand même pu, ensemble, collectivement, et avec les partenaires sociaux internationaux, puisque nous avons réussi à produire une déclaration tripartite des pays du G7, de l'Union européenne et des partenaires sociaux internationaux, nous avons convenu d'une part sur l'importance d'une action multilatérale qui montre son efficacité par la réduction des inégalités, mais aussi nous avons mis en avant la question de l'accès universel à la protection sociale comme un élément important de progrès social, de justice sociale dans les pays du G7, mais aussi dans les pays en développement. Dans les pays du G7, pour que tout le monde ait accès aux services de base, mais aussi pour que nos systèmes de protection sociale aujourd'hui prennent en compte les nouvelles formes du travail qui émergent avec les indépendants, les micro-entrepreneurs, les travailleurs des plateformes, etc., mais aussi dans les pays en développement et les pays les plus vulnérables, pour que cette recommandation très particulière de l'OIT, sur laquelle j'insiste, puisqu'elle a été quand même approuvée de façon unanime, qui est l'accès aux services de soins, mais aussi la question de la protection de revenus pour les enfants, pour les vieillards et pour les gens au travail, maternité, congé maladie et assurance chômage, sur ce socle de protection sociale, que nous puissions ensemble favoriser l'accès à ces protections sociales partout dans le monde. Et avec la crise pandémique, on voit à quel point ce sujet devient un sujet fondamental dans l'agenda à suivre.
Ces questions de protection sociale, aujourd'hui, nous avons la possibilité de la discuter au sein du G20 sous présidence saoudienne. Je dois dire que ce n'est pas forcément l'environnement le plus simple pour discuter de ces questions-là, mais la France a demandé et obtenu une réunion des ministres de l'emploi extraordinaire, des ministres de l'emploi du G20 fin avril, et même si nous ne sommes pas totalement satisfaits de ce que nous avons obtenu en termes de déclaration commune, nous avons quand même obtenu d'une part une référence explicite par la présidence saoudienne qui l'a accepté aux principes et droits fondamentaux au travail. Il ne faut pas oublier que l'Arabie saoudite a des progrès encore à réaliser. C'est un euphémisme sur la question du droit d'association et sur le droit de la protection sociale. Alison sait de quoi je parle. Et par ailleurs, une référence explicite à l'accès de tous à un socle de protection sociale adapté pour que, effectivement, nous puissions surmonter la crise pandémique, parce qu'il ne sert à rien lorsque nous faisons face à une crise mondiale, à une crise sanitaire, économique et sociale mondiale, que chaque pays essaye de répondre dans son coin aux problèmes de ces populations. Ces populations, aujourd'hui, nous sommes dans un monde ouvert, bougent, et de ce fait, nous avons une responsabilité commune pour surmonter cette crise par des réponses qui soient fondées sur la solidarité internationale. Merci beaucoup Anouché pour ces compléments d'information. Alison, you mentioned previously that the issue of rebuilding the social pact will be necessary after the crisis. How do you see the crisis is changing maybe the balance of the relation and power between the social partner and maybe the employers and the workers? How do you see that? I see that in very realistic terms for different workers in different spaces, because in different industries, workers are somewhat more valued than others. As I spoke before, previous to COVID-19, cleaners and supermarket chain workers and transport workers, bus drivers, teachers, healthcare workers, people who actually earn low wages in societies in Europe, for example, where those jobs and the role of those jobs and the importance of those jobs in our society are seeing much more value, if you like. People are seeing the social value for that. And perhaps other jobs that were not necessarily delivering the same social services would attract much higher wages. And the societal kind of status with that brought with it much higher wages, much better conditions. And very often we see in global supply chains that have been impacted hugely out of COVID-19. If I give an example of garment workers in Indonesia, for example, the clothes that people in Europe go and buy relatively cheaply, t-shirts or jeans or other products, come from far away, and those workers have never been able to earn an income that is neither a living wage for themselves, nor have any capacity for saving. Although I mention Indonesia because they do have a social protection system, but it's not sufficient for all the people who've lost their jobs. So 75% of workers in the garment industry, for example, in Indonesia, now have no jobs. They've been laid off. So what we've been doing in this time is actually not only in countries where social dialogue has a much stronger basis, where workers and their unions have been engaging around reducing wage rates in some cases, or not taking on a new round of collective bargaining. When I say reducing wage rates, I mean because part-time work has been negotiated, so reduced hours of work. Now, that's not what necessarily workers need to live on longer term, but
to manage the crisis now and then to ensure, like in 2008 and 2009, when the auto industry and many manufacturing jobs in Europe went to part-time work, to ensure that the impact of unemployment was not so vast and so deep in many communities. So unions and workers are used to negotiating through processes of dialogue for the outcomes of an agreement. And I think when you're not in a union or you don't know that that work is happening, you just see the big picture of, well, you know, these workers get better conditions, or these people have access to healthcare and these people don't. Well, the reality is that access to universal healthcare and social protection is a right, as what Anousheh was just explaining. At an international level, it's recognized as a fundamental human right. And yet, in many countries, that right is not being implemented. It's not being respected, neither by employers or by government. And now we see where that's brought us to the world that we have. So to address after the crisis, or even to come out of the crisis, is necessary not just in terms of a balance of power, but a recognition that those power dynamics have excluded a lot of workers from fundamental workers' rights. And now is the moment to realize that what trade unions have been saying for many, many decades, no one should be excluded from fundamental human rights. Labor law should be applied across all. And when there is a violation of those rights, or when workers have been laid off without any notice or without any capacity to engage with what those return to work conditions may be, that's when we see the real role of unions and employers engaging in a process of not just ensuring there is a transition that protects people's rights, but that underpins society's needs and that can actually rebuild from there, recover from there, without the huge disruption and huge devastation economically, socially, and politically in many communities. So from our perspective, dealing with poverty, addressing wage levels, addressing hours of work, ensuring that working conditions are safe and that occupational health and safety regulations are respected and not ignored or not undermined, it sounds kind of basic, but really, if we had those things in place, we would have a very different workplace globally, and we would have a very different kind of global economy. We could actually rebuild the trading systems, the production systems, the consumption systems, with the respect for not just the provision of personal protective equipment to everyone who needs them. We see bus drivers in cities like London and New York being the highest rate of deaths from COVID-19. People doing their jobs as transport workers. Now we need transport workers not only in a new public transit system, because our cities must have a public transit system, but how are we going to redesign that? How are we going to ensure that the investment in infrastructure for the future is based on not stranded assets, not an argument about brown assets or green assets, but genuinely ESG assets, we say in English, right? Environmental, social, and governance criteria for the kind of investment into companies and the way in which governments can ensure that connecting the innovation of all these policy areas that Anousheh outlined is actually about a future that meets people's needs and not one that is just about delivery of profits to shareholders, but it's a genuinely stakeholder engagement. And that's the role that we see for the rebalance of power, if you like. Thank you, Alison. Maintenant, j'aimerais passer à un sujet alors un petit peu différent, mais bien sûr qui nous intéresse beaucoup à l'IDRI en tant que think tank qui travaille sur la transition écologique. C'est la question environnementale. Et je voudrais poser la question à Maric, donc avoir un petit peu un regard sur la place de la question environnementale dans l'agenda de l'OIT, dans l'agenda international sur le travail et l'emploi, et de voir comment est-ce que ça pourrait être impacté par la crise du Covid. Oui, je pense qu'effectivement, c'est une question très importante parce qu'elle figurait quand même un peu en bonne place dans la déclaration de 2019 sur l'avenir du travail.
Il y a deux manières de voir l'environnement dans le contexte de l'Organisation internationale du travail. Il y a l'environnement comme thème un peu contre nature, c'est-à-dire cette idée que l'OIT aurait eu par nature, parce que justement attachée à la question de l'emploi et de la croissance économique, serait finalement une organisation qui ne serait pas environnementale dans son essence. Et il y a une autre manière de le voir, qui est plutôt ce que je considère, qui est qu'en fait, l'environnement a longtemps été considéré, mais de manière un petit peu différente à l'OIT. Bon, déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est que historiquement, la question de l'environnement, et on parlait déjà de cet environnement de travail dès la création de l'OIT, l'environnement est intégré dans la réflexion autour de la question des maladies professionnelles, autour de la question de la sécurité, encore une fois, de l'environnement de travail, un thème dont on voit à quel point il est actuel en temps de pandémie. Donc l'OIT a vraiment été pionnière sur cette question de sécuriser au maximum l'environnement de travail, ce qui n'est pas sans lien évidemment aussi avec les conditions de production, la question des mines, la question de toutes les maladies qui peuvent être en lien avec des formes d'exploitation non mesurées de l'environnement extérieur. Et puis l'environnement tel qu'on l'entend réellement aujourd'hui, tel qu'il structure, tel qu'il sous-tend les politiques autour de la transition écologique et du développement durable, c'est beaucoup plus tardif. Ça commence à émerger vraiment dans les années 70, notamment à la faveur de pressions assez fortes du PNUE, récemment créé, juste après Stockholm, en 72, si je me souviens bien. Et là, on voit un petit peu cette idée que l'OIT doit se convertir davantage à la question écologique, mais évidemment, ça va un petit peu percuter cet attachement très fort, ou en tout cas cette crainte, dans un premier temps, que l'environnement aille contre cette idée d'une croissance économique, parce qu'à l'époque, on a tendance à amalgamer la question environnementale à la question de la décroissance, et donc à quelque chose qui ne serait pas lié à la question de l'emploi. Et donc, la greffe, au début, a un petit peu du mal à se faire, mais elle commence néanmoins à apprendre, notamment par tout un travail de fond qui est fait au niveau du secrétariat, qui est fait entre les fonctionnaires du PNUE, du BIT, qui travaillent sur cette question. Et après, au niveau politique, il faut vraiment attendre les années 90, voire même un peu plus tard, puisqu'on peut considérer que c'est vraiment à partir de 2007, avec la résolution sur les entreprises durables, et puis ensuite 2013, avec la résolution sur le développement durable, le travail décent et les emplois verts, un concept qui est qui est un petit peu la marque de fabrique de l'OIT quand elle parle de l'environnement, que là, vraiment, le tournant semble un peu amorcé, et qu'on ne peut plus, et on ne parle plus véritablement d'emploi à l'OIT, ni de travail, sans l'intégrer, en tout cas au niveau de la rhétorique, mais dans l'univers diplomatique, la rhétorique, elle compte, sans qu'on l'intègre justement à la question de la transition écologique, de l'action contre le réchauffement climatique. Et ce qui est très intéressant, et sans doute qu'on pourra en reparler, mais c'est que cette question du rôle de l'OIT dans la lutte contre le changement climatique, elle était à l'ordre du jour du conseil d'administration du mois de mars, avec des documents assez conséquents. Enfin, c'est quand même une question qui est prise au sérieux, et que, alors il y avait beaucoup de choses qui étaient censées être discutées. Il y avait évidemment la question toujours de besoin de davantage de recherche et de réflexion sur comment est-ce qu'on peut justement donner des éléments concrets aux emplois verts, parce que les emplois verts, on en parle, mais ils ne sont jamais complètement bien définis. Il y a une définition assez vague dans la résolution de 2013, et d'ailleurs, le fait que ça ne soit qu'une résolution qui a été adoptée, ça montrait aussi une certaine réticence à aller plus loin sur le volet normatif. Historiquement, la manière qu'a eu l'OIT et ses membres, avant tout, de considérer l'environnement a été sous l'angle plutôt des bonnes pratiques, cette idée qu'on allait plutôt intégrer la question environnementale directement sur le lieu de travail, mais que la réponse normative, les traités, n'étaient pas forcément la meilleure manière de se saisir de la question. Et donc là, il y avait quand même des choses à aborder à cette session. Il y avait l'idée d'une initiative pour le climat au service de l'emploi, où l'OIT serait quand même, alors en lien
avec l'ONU serait un acteur important. Et là, d'une certaine manière, oui, le Covid a percuté, l'actualité Covid a percuté complètement cet agenda, puisque comme je le précisais, donc toutes les sessions ont été interrompues, elles ont été reportées, évidemment, mais bon, la question se pose aussi des reports. Alors certes, il y a l'urgence de l'épidémie, il y a la crise sanitaire. On a vu que la France avait quand même demandé, avait un peu regretté qu'il n'y ait pas eu d'alternative, qu'on n'ait pas essayé de réfléchir à des manières quand même de faire se tenir un petit peu les conférences pour ne pas justement trop interrompre la réflexion sur ces questions qui sont urgentes. Et je pense que du point de vue de l'OIT et de son rôle dans la transition écologique, c'est quel va être le discours dominant qui va ressortir de l'analyse de la crise. C'est-à-dire, est-ce qu'on va faire une analyse de la pandémie aussi comme un problème environnemental, ou est-ce qu'on va continuer à sectoriser les problèmes, auquel cas, il y a fort à parier que du coup la question environnementale sera jugée moins centrale que les enjeux sanitaires ou encore que les autres enjeux qu'a énoncé Anoucheh Karbar autour de la protection sociale, de la préservation de l'emploi, des normes du travail. Donc je pense que tout l'enjeu va être de réussir à maintenir cette interdépendance qui avait été quand même actée depuis 2013 et de voir si ça tient. Mais pour ça, il faut aussi des acteurs moteurs dans cette question, et il faut vraiment il faut aussi la question de l'alliance avec les mouvements écologistes et la société civile, elle est aussi évidemment très, très importante. Merci Marie. Alors c'est vrai que cette question du discours dominant qui va ressortir de la crise, c'est intéressant. Nous, on a l'impression qu'on voit s'élever en France notamment beaucoup de voix qui appellent justement à faire que cette crise soit un momentum pour initier la transition écologique, notamment au niveau de l'emploi. Alors, je ne sais pas vous comment vous voyez cet enjeu à Anoucheh. Forcément, on n'est pas encore du tout en train de parler de relance à l'heure actuelle. On est encore en train d'éteindre l'incendie. Mais comment vous voyez ce débat à l'échelle de la France et puis aussi à l'échelle de l'arène internationale? Non, mais vous posez effectivement une excellente question, et je pense que toute crise est toujours une opportunité de remise en cause, et notamment celle-ci où le moteur économique a été à l'arrêt pour une large partie des activités, et la remise en marche peut être toujours, la reprise peut être toujours un moment, comme ça va être planifié, aussi un moment de choix. Et ça peut être une chance pour investir de façon massive et stratégique dans une économie plus verte. Il faut dire aussi que dans nos pays avancés, au moins, les citoyens eux-mêmes, dans leurs modes de consommation, leur choix de vie, ont pour certains, ils ont vu dans la pandémie un rappel à la finitude du monde vivant, à l'unicité aussi du vivant entre l'homme et le monde animal, y compris sur la question de la préservation. Et donc, peut-être qu'un rapport nouveau avec la nature pourrait élargir quand même son audience. Moi, je pense que pour cette question particulière de l'intégration de l'environnement dans le discours de l'OIT maintenant, ou des enceintes internationales, on voit bien qu'on peut avoir une vision de l'écologie optimiste, c'est celle que Marieke nous expliquait avec les gisements d'emplois verts, tout ce qu'on peut dire là-dessus. On peut aussi avoir une vision tout aussi verte, mais un peu moins rose. Je prends en exemple ce que Alison a dit tout à l'heure sur les chaînes d'approvisionnement mondiales. Aujourd'hui, la plupart de ces chaînes d'approvisionnement mondiales, du fait des arrêts des économies, du fait du confinement, du fait d'arrêt aussi des transports internationaux, on voit bien qu'elles se sont arrêtées. Ça pose des questions d'approvisionnement pour nos concitoyens, mais aussi de conditions, il faut le dire, de vie et de subsistance dans les pays émergents et
les pays les plus vulnérables. Donc, du coup, la question se pose, est-ce que demain, il faut reprendre ces chaînes d'approvisionnement mondiales selon une perspective de préservation de la planète écologique qui nous invite au raccourcissement des chaînes de production? Et dans ce cas-là, que faisons-nous, nous, pays développés, qui nous pouvons nous permettre ce type de politique? Que faisons-nous pour les millions de gens que nous mettons sur le carreau dans les pays vulnérables et de nouveau sans protection sociale, sans État fort qui pourrait venir à leur secours? Donc la question qui va se poser aujourd'hui à l'OIT et qui me semble être un moment très fécond pour l'organisation, c'est comment effectivement on articule au niveau global et international, parce que le sujet n'est plus national, c'est un sujet mondial, comment on articule les conséquences sociales des choix qu'on pourrait être amené à faire sous le coup du raccourcissement des chaînes pour des raisons écologiques ou pour des raisons de souveraineté stratégique. On l'a vu avec les respirateurs, avec les médicaments, avec les masques, etc., où les pays les plus développés ne souhaiteraient plus dépendre d'autres pays. Et ça va nous amener à un sujet très important qui est le système multilatéral a vraiment démontré quand même, malgré tout, une forme d'efficacité. La mondialisation a montré une forme d'efficacité pour réduire la pauvreté extrême dans le monde. Peut-être ça a augmenté les inégalités dans les communautés nationales, mais ça a permis de réduire la pauvreté globalement à l'échelle de la planète. Demain, avec cette crise pandémique, les derniers chiffres de l'OIT d'il y a 2 semaines ne parlent plus de 30 millions d'emplois qui seraient détruits, mais 300 millions. Donc là, on voit bien que de semaine en semaine, comme le confinement continue, on a de nouveaux chiffres qui apparaissent. Le programme alimentaire mondial parle de 60 millions de personnes qui vont tomber dans la pauvreté extrême. Donc, on voit bien que là, on aura des enjeux majeurs pour montrer que collectivement, on peut apporter une réponse, parce que ces réponses-là, on ne peut pas se tourner vers les pays où sont localisées ces personnes pour qu'ils apportent la réponse tout seuls à un problème qui est mondial. Donc, de ce fait, je pense qu'on se trouve un peu à la croisée des chemins. J'ai bien compris que Marieke regrette beaucoup le report des instances de l'OIT, nous de même, puisque la France s'est abstenue dans les choix qui avaient été faits. Il faut se dire aussi que réunir 5000 personnes fin mai à Genève n'était pas possible en tout état de cause. Les conseils d'administration de l'OIT durent 15 jours à chaque fois, ce n'est pas un jour, c'est 15 jours. Et pourquoi ça dure 15 jours? Parce que ça nous ramène à ce qu'elle expliquait aussi, c'est qu'on a un bloc de partenaires sociaux avec un bloc travailleur avec un seul porte-parole, une seule porte-parole, un bloc employeur avec un ou une seule porte-parole, et on a des dizaines de gouvernements qui doivent se mettre d'accord entre eux, d'abord au niveau régional, au niveau des coordinations régionales, puis entre coordinations régionales. Donc cela, c'est le temps nécessaire à construire un consensus. Et ce consensus, je dois dire, et les débats, on va dire, pas le consensus, mais les débats sont parfois extrêmement pénibles, je dois dire, mais ça donne plus de saveur au consensus qui en sort. Et je trouve que globalement, ces dernières années, et l'exercice sans doute aussi que nous avons fait dans le cadre du G7, dans un contexte, dans un cadre, on va dire, plus restreint avec des pays qui
partagent quand même pas mal de principes et valeurs ensemble. Et avec les partenaires sociaux internationaux, nous avons bâti aussi des modalités de dialogue et de consensus, sans oublier nos différences et nos divergences, qui devraient nous aider dans le futur au niveau de l'OIT, parce que ce qui rend quand même beaucoup de saveur aussi à l'OIT, c'est ce caractère tripartite qui fait que mes collègues diplomates qui sont en charge des autres organisations internationales ne cessent de me dire « Oh ma pauvre, nous n'avons que les pays ». Donc, il faut aussi se dire que moi, je suis fière et ravie de faire partie de cette maison de façon provisoire le temps de mon mandat de membre du conseil d'administration de l'OIT au titre de la France. Mais je pense que l'OIT pourrait, au-delà de l'expertise qu'elle peut produire sur ces questions d'emploi ou de travail, remontrer la vigueur de son système normatif, qui est un peu sa boussole dans son fonctionnement, et aussi montrer l'intérêt de l'enceinte qu'elle représente pour effectivement discuter des sujets qui dépassent, mais aujourd'hui largement, les frontières nationales. Et ça, c'est une chance pour l'OIT et pour le multilatéralisme. Alison, Anousheh was talking about the issue of to build the dialogue and to build a consensus about how we could build a post-COVID world. Do you think you as a trade unions have to think about how you can organize this dialogue, and maybe how you could change some, I don't know, for example, to integrate more the ecological actors or integrate other actors than now? What do you think? So we see ourselves as ecological actors. So we think that the dialogue is necessary. I'd like to just go back a little before we go forward, because when both Marika and Anousheh were describing the kind of dialogue and the kind of consensus building in the meetings of the International Labour Organization, I want to point out two historical facts, and then we'll go to the future. Because indeed, last year was the 100th anniversary of the ILO. And if you think about what that means, it was the first UN body that's both tripartite and beyond the governments themselves being the only decision makers at the table. So it's a dialogue process in itself. And it was established in 1919. So remember this, after the First World War, there was no such thing as the UN at that time, the United Nations. So the ILO was invented. Human beings in that moment thought, we need dialogue, not only to avoid the devastation of a great war, global wars, but actually to bring the actors of the real economy together. And that is our responsibility at the ILO, as governments, as employer representatives, and for us as representatives of workers. So if we look at what that was about, that was to actually establish a global internationalism to address not just employment, to address social justice. So I would say that the ILO has a huge role right now to play in not only ensuring that there are, which it does very well, the technical capacity to bring together different social partners at a national level, at an industry level, indeed at a global level, and even regionally across continents, to actually bring together the relevant actors and invite others in. And that's what the work that Anousheh was describing last year, also on the conversation about the future of work. It was looking at, well, okay, we are here at the table, we may need others, but we are the ones that have the legislative and responsibility in legal terms, in every different legal jurisdiction across the world, to come together in tables of social dialogue. Now, we know in reality that doesn't work so well. Human beings don't always do the job we're supposed to do. So we think looking forward, not only in terms of the future of work and of production and of ecological crisis, that we have the foundation to do that. The ILO can play an incredibly important and unique role in that.
And I would just counter a little bit the way Marika presented her points. I agree with most of it, but I think that the ILO is not exclusively not an ecological actor. Where we come together, what we've seen is that businesses and some unions, I've got to say, and some governments haven't been willing to join the dots between the employment rights issues, the ecological devastation, and what needs to come together in a plan for the future. So now what we see out of COVID-19, many people are looking at, wow, climate action is needed for a recovery with a foundation of employment rights and good working conditions and safe and healthy workplaces and industries and non-polluting industries. So how do we bring those actors together? And I say the ILO plays an essential role in all its different activities and all its different mechanisms. And we are constituents of that process where we are willing to come to the table and put on the table what is needed in a particular workplace or a particular industry to reduce carbon emissions to zero. That's where we need to go. We need to be way more ambitious than most governments have been willing to do. And in 2015, remember, we had the Paris Agreement, but many people forget that year the ILO also negotiated through a tripartite process a set of guidelines to guide ecological transition, just transition guidelines for all actors in the economy, all actors in society to come together. Now, that's not a binding treaty like the Paris Agreement, but it's a set of guidelines that provides all the different elements of macroeconomic policy, fiscal policy, industry planning, social protection, a foundation, an essential foundation for both workers and societies in richer countries, developed countries, but also in developing countries where many workers are still limited in the capacity where they can come to the table because they're considered informal economy workers and don't have the rights of so-called formal economy workers. And I really repeat that it's an important point, because if we look at the entry points where we need to see massive transition, industrial transformation at a level for local economies to revive and thrive, to address enormous carbon emissions reductions at the same time as having an employment plan, then that process, we don't have to reinvent the wheel. We have the tools available to us. We just need to use them. And I think that's a matter of political will. You talked about the power balance before. I think many governments were not willing to say, you know, this might require job loss. Well, hello, we now have enormous and devastating job loss. Let's get to the job of job creation and investment in job creation and decent work. And let's build an ecosystem, an economic ecosystem that gives respect to the different actors in a dialogue process that is meaningful. Every country has labor laws and mechanisms to address minimum wages that are decent, to address health and safety, but also to address a transition planning process. And that's what we need all the actors to come to the table to be serious to do that, because there are lots of job opportunities in recovery, in investment in infrastructure. We see health infrastructure, but also other social infrastructure and physical infrastructure. And those investments need to be enabling green investments. And we need those investments in those industries where all sectors transition to be zero carbon, to rebuild a resilient economy that, you know, I could go through all the sectors. I know we don't have time, but I'm happy to. But, you know, what that means in terms of job creation and ensuring that, well, let me just give one example, construction, you know, retrofitting public buildings, houses, using new materials, low emissions materials. We could be way more creative than we have been in the past. That's about public procurement, it's about subcontracting, it's about how we actually engage in an all-out effort when we look at what we now need to do to rebuild our cities to be livable cities, to have green, ecologically decent cities, to have agriculture and food supply chains be safe, and ensure that the deaths and the infections that we've seen through COVID-19 don't happen again. So I would say climate action and employment planning needs to go together. And that's what just transition policies have been all about.
We've had an agreement on what that looks like since 2015. It's now time to put it into action at all levels of municipal and city planning, in industry planning, in national economy planning. And that needs a level of coherence and commitment that Anusha was speaking about, where the G20 or the European Union can play really leadership roles. And we count on France for doing that, Anusha. Beaucoup d'espoir sur la France. Marie, peut-être vous voulez réagir en réponse avant qu'on passe aux questions de l'audience? Non? Je pense qu'on peut peut-être passer aux questions parce que je vois qu'effectivement Alors, je ne vais pas m'épancher sur mes regrets de cette conférence malheureusement annulée. On pourra en reparler en off. Alors, pour les questions qu'on a de l'audience et donc que Mathieu m'a compilées, je vais vous citer les, on a envoyé 3. Donc, je vous les dis, puis vous répondrez à celles qui vous semblent pertinentes pour vous. Alors, première question, I will ask the question in English for Alison. How are we going to answer? So, first question, how are we going to answer to the workers who have been in front line of the pandemic and have find back dignity and recognition? So that's the first question, large, broad one. Second one, how to make progress to include in social protection system workers of the agricultural sector in developing countries. And the third question is, we talked about climate and jobs issues, but what about the preservation of biodiversity? International question that is linked to this crisis and for which progress are critical. Great. Sorry, can you repeat the first one again? So the first one is, how are we going to answer to the workers who have been in front line and have find back dignity and recognition? Great. So thank you for your translation of the questions. My French is not great, so I can't watch and listen, and so thank you. The answer to frontline workers indeed has to be more than clapping from our balconies every night, right? Which is what we do also here in Brussels. But the reality is that there has to be a new social contract. It's what I mentioned at the beginning. We have to acknowledge that in engagements around employment policy, employment rights, engagement on wages, engagement on social protection actually ensures safe and dignified working conditions. So I know I've said it probably 3 different times in 3 different ways in this conversation, but it's just a foundation that's so important to ensure that workers and their employers work together and ensure that conditions are dignified. And that's what we've really seen, this crisis of unemployment, of layoff of workers, of frontline workers, real emergency needs. You know, a lot of people in civil society have come to the trade unions and said, what about having a dangerous conditions supplement? You know, how about we pay these workers extra for working in dangerous conditions? It would be really nice that if that's brought in, it can easily be taken away also. The point is to have fundamental working conditions and wages that are meeting the needs of people. And that's an answer for both countries in Europe as well as countries around the world in developing country context. So what we would say is, it's not about having a dangerous supplement for your wages for doing dangerous or dirty work. A lot of jobs, which are necessary jobs, are dangerous or dirty or difficult. But rather, having a statutory minimum wage that meets people's needs based on evidence. That's what unions always bring to negotiations for the statutory minimum wage. And then above that, we have collective bargaining between the employers and the workers through the unions in different companies and different sectors to go above the minimum wage, which, as was spoken of before, is often thought of only in terms of increased productivity. How about respect for dignity and actually bringing above the minimum wage, above what's required to live a life of dignity,
to ensure that safe and or difficult and challenging or unsafe conditions are recognized, and that people are protected, both in terms of protective equipment and provision of that, but also of sufficient wages, time off. You know, those are the things that workers and employers negotiate on every day of the week. That's core business for trade unions. And we see that as really important to bring a new life, if you like, a new respect to that. So that's the first answer. The second one on agricultural sector workers. This has been something we've been fighting for decades, for agricultural workers, not only in smallholder workers, in plantation work, the food that those of us who live in cities go and buy in supermarkets often comes from, you know, far away, and from conditions like, what is it? A huge amount of the vegetables grown in and distributed in Europe are grown in one region in Spain under plastic. They say if you look at it from outer space, you see this enormous plastic coverage of Spain. Totally exploitative labor of many, many migrant workers who have no rights to representation, to a minimum wage, to safe housing, to drinking water in some cases. Our food-based system here in Europe is based on exploitation. It's now in front of people's faces. We have to address those concerns. And in least developed countries, indeed, the kinds of working conditions for many people in agriculture has excluded them from fundamental rights that all workers deserve, of coverage of minimum wages, of access to social protection. And the work that Anousheh and the French government has been doing around a global social protection fund acknowledges that it's very much financially viable that with $37 billion invested in the 28 poorest countries, we could ensure social protection for all workers, a social protection floor that has been denied people for decades. This is doable. This is the moment to ensure that we make that investment in the greatest act of global solidarity that is needed. People have been not going to work and staying home as a huge act of solidarity to ensure safety. Let's translate that into real action to support workers in our social protection needs for the most vulnerable. And, oh, I've taken too long, but then the question of biodiversity, I'll do this fast, because it is essential also. We should never have separated out the issues of not addressing biodiversity and connecting the dots with all the other elements of environmental protection and conservation. And so whilst there are different, let's call them silos of UN bodies and different mechanisms for looking at biodiversity conventions, we need to join the dots now, and that's essential work. I'd love to talk more about it, but I know I'm out of time. Thank you. Thank you, Alison. Yes, we have to give also the floor to the other panelists. So maybe, Marik, you want to answer some of your questions? That was a general question for all of you, these 3 questions. Oui, merci, merci beaucoup. Je vais essayer juste de donner quelques éléments sur des questions qui me paraissent effectivement importantes. La première qui revient sur la question du fait que les travailleurs ont été aussi remis un peu, on a beaucoup parlé des soignants, mais aussi de tous ces travailleurs qui ont continué pendant la crise. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail des professions jugées effectivement indispensables et essentielles. D'un point de vue plus global, je pense que ça a permis aussi d'en finir un petit peu avec cette hiérarchie qu'on a au niveau international entre des enjeux qui seraient absolument centraux, comme la sécurité, et des enjeux qui le seraient moins, qui ont été historiquement marginalisés. Et le travail a fait partie un petit peu de ces enjeux qui ont pu être historiquement marginalisés. La question de la gouvernance économique et sociale, elle a toujours eu tendance à passer un petit peu à côté. C'est une hiérarchie qu'on connaît bien, y compris au plan national. C'est pas la question de l'influence relative des ministères. On sait tous l'influence plus importante qu'ont les ministères économiques. Et de ce point de vue-là, je pense que cette crise a vraiment remis au premier plan cette question de l'importance du travail et du coup, au niveau global, la nécessité d'en finir avec des sectorisations entre des questions qui relèveraient de la high politics
et d'autres de la low politics, ce qui voudrait dire aussi que certaines questions seraient moins prioritaires que d'autres. Certes, on a vu l'importance des enjeux sanitaires, mais on voit aussi à quel point la question sanitaire, elle est imbriquée dans la question du travail, puisque aujourd'hui, la question ne se pose pas juste de revenir au travail, elle se pose de revenir au travail dans des conditions qui soient sanitairement acceptables. Et d'ailleurs, et ça fait le lien aussi un peu avec ce que disait Alison, c'est tout l'enjeu aussi du coup derrière ça de la coopération entre différents secteurs. Comment est-ce que l'OIT va pouvoir travailler main dans la main avec l'OMS, par exemple, comme ça a été le cas dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de VIH-Sida, il y a eu un travail en commun qui a été mené. Donc, comment est-ce qu'on peut justement essayer un peu de dépasser aussi les cultures organisationnelles, c'est un peu cette idée de travail en silo. Donc, je pense que de ce point de vue-là, la remise en avant de l'importance des travailleurs peut, mais peut-être que je suis optimiste ici, peut aussi rappeler la nécessité d'une vision beaucoup plus globale de la sécurité. Et ça revient aussi à un thème qui est à l'agenda depuis une bonne vingtaine d'années, voire 30 ans au niveau international, qui est toutes les réflexions en termes de sécurité humaine. La sécurité, ce n'est pas uniquement la question des théâtres de guerre et des conflits, c'est une question qui nous touche dans tous les aspects, y compris les plus domestiques de la vie. Et je pense que là-dessus, l'OIT a quand même pas mal de choses à dire. Voilà, du coup, ça me permet aussi d'adresser un peu la question sur comment est-ce qu'on peut recréer aussi un peu de cohérence au sein du système multilatéral. C'était aussi quand même un enjeu important dans la déclaration d'Emmanuel Macron au G7 et on l'a quand même retrouvé un peu partout. Donc, cette question de la cohérence, on la connaît bien quand on s'intéresse aux organisations internationales. Est-ce qu'on va un petit peu transformer l'essai Là, il va y avoir clairement aussi besoin d'une réponse politique sur cette question de la cohérence du multilatéralisme. Alors, Anouché, peut-être que vous voulez intervenir. Je me permets. Rapidement, peut-être pour ajouter, parce que là, il y a beaucoup de choses qui ont été dites par Alison et Marieke. D'abord, sur les travailleurs qui sont en première ligne, évidemment, la crise pandémique et le confinement ont permis quand même de donner de la visibilité, sortir de l'ombre des travailleurs dont les métiers, le travail était déprécié jusque-là, mais il y a eu une prise de conscience collective sur le fait que ces métiers sont nécessaires à la satisfaction de nos besoins essentiels. Donc ça va bien au-delà du personnel soignant, c'est aussi les éboueurs, comme c'est les caissiers ou les transporteurs. Je pense que là, effectivement, cela nous renvoie à la déclaration de Philadelphie de 1944. Je ne parle pas de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui déjà faisait référence à cette utilité commune des métiers, mais la déclaration de Philadelphie en 1944 va le plus loin possible dans cette dynamique et souligne qu'un régime de travail réellement humain n'est pas une affaire individuelle de salaire de reconnaissance sociale, c'est toute la société qui doit offrir à chacun le sentiment de contribuer le mieux au bien-être commun. Et ça, pardonnez-moi, mais il y a un outil, un instrument pour cela. C'est les grilles de classification des emplois et des rémunérations qui existent dans tous nos pays qui ont un système social avancé, où les métiers sont classifiés. À l'intérieur des métiers, les emplois et les rémunérations sont classifiés. Et aujourd'hui, je pense que l'OIT, à son niveau, mais chacun de nos pays, peut avoir une réflexion très féconde sur la manière de faire entrer un critère d'utilité commune dans la manière dont on valorise les salaires, on reconnaît les métiers et on reconnaît surtout les carrières et la rémunération. Donc ça, je pense que c'est un chantier extrêmement intéressant qui peut s'ouvrir à la faveur de cette crise. La deuxième question, elle est très intéressante aussi sur la protection sociale dans le secteur agricole. D'une part, les socles de protection sociale, c'est aussi d'offrir des sécurités aux personnes indépendamment du secteur d'activité dans lequel ils travaillent.
mais si je pouvais faire aussi une page de publicité pour l'OIT, la convention numéro 184 de l'OIT porte précisément sur la question de santé, sécurité au travail, dans le travail agricole, précisément dans l'agriculture et dans le travail agricole. Donc, j'invite la personne qui a posé cette question d'aller prendre connaissance de cette convention. Ça lui donnera une idée de ce travail normatif immense qui est réalisé par l'OIT. Et je peux d'autant mieux en parler que la France l'a ratifié l'an dernier. Donc, nous sommes très fiers d'avoir ratifié aussi cette convention 184. Sur la biodiversité, je l'ai dit, il me semble que l'origine de la crise pandémique, si elle est confirmée avec l'histoire de la chauve-souris et du pangolin, nous montre aussi à quel point nous vivons dans un seul et même monde, humains et animaux. Et donc, évidemment, la question de la finitude du monde vivant nous renvoie aussi à la préservation des équilibres de cette biodiversité, qui est un élément fondamental, me semble-t-il, pour l'avenir de la planète. Merci beaucoup, Anoucheh. Alors, il y a 2 autres questions, si jamais vous voulez répondre de manière assez brève, parce qu'il ne nous reste que 10 minutes. So, how to deal with the potential nationalist answer to the crisis? And the second one is how to convince the European Union that the ecological transition is the best way to create new jobs. Vaste programme également. Qui se lance? Vous pourriez répéter la première question? The first one is how to deal with the potential nationalist answer to the crisis with less international exchange, less complementarity for the most vulnerable countries. So, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, Anoucheh, ça résonne particulièrement. Marie, vous voulez m'entendez? Intervenir, pardon. Vous m'entendez là? Oui. Oui, bon, ça c'est une question qui évidemment concerne absolument toutes les. Enfin, c'est la question du multilatéralisme, et donc du coup, je vais un petit peu la repréciser sur la question de l'OIT. Moi, ce que je trouve intéressant, justement, dans le fait d'être une organisation d'une certaine manière un peu moins exposé au premier plan, un petit peu moins peut-être visible. On a vu à quel point ce nationalisme il pouvait s'exprimer très fort. On l'a vu à l'OMS, qui est en ce moment vraiment au premier plan. On l'a vu au Conseil de sécurité. Et c'est qu'à l'OIT, bon, déjà, il y a eu moins, en tout cas, cette explosion on parlait des tensions au tout début. C'est pas ce qui s'est vu le plus, même s'il y en a évidemment au niveau de l'OIT. Ce qui s'est vu à l'OIT, c'était plutôt justement cette espèce un peu d'union sacrée autour d'une union tripartite, avec une déclaration très rapide des organisations d'employeurs et de travailleurs. Il faudra voir jusqu'où ensuite concrètement ça se met en place, mais ce n'est pas complètement anodin d'avoir d'emblée des formes de rappel à l'union et à l'importance du multilatéralisme. Mais du coup, c'est ça aussi qui est intéressant à l'OIT, c'est qu'on voit quand même l'importance d'arènes un petit peu moins gouvernementales. C'est-à-dire que dans une arène où il y a quand même beaucoup plus d'acteurs qui sont présents, même si y a du nationalisme aussi dans les organisations d'employeurs et dans les organisations de travailleurs, mais il y a quand même une culture aussi de solidarité internationale et transnationale qui est quand même assez ancrée et qui fait qu'on peut espérer, peut-être que je suis optimiste, mais en tout cas, il y a peut-être un potentiel pour un petit peu contenir d'une certaine manière l'explosion du nationalisme dans certaines arènes, parce que précisément il y a non pas que les questions qu'elle traite soient beaucoup moins politiques, on voit que l'emploi est une question très politique et que la question du travail aussi, mais parce que du coup elles peuvent aussi en étant peut-être moins en première ligne, il y a une possibilité de coopération qui peut se faire et qui du coup peut permettre de tempérer un petit peu ce qu'on a vu en termes de repli nationaliste. La question par contre, c'est bien d'être un petit peu moins peut-être visible. La question, c'est qu'il ne faut pas non plus susciter l'indifférence, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait quand même en sorte de maintenir un momentum important, de maintenir un intérêt pour la question du travail et de l'emploi. L'autre élément, alors sur l'Union européenne, je
suis pas vraiment, je suis pas très compétente, mais par contre sur la question aussi de l'importance des effets dans les pays du Sud, je pense que là, les organisations internationales, l'autre élément qu'elles apportent, c'est que elles ne peuvent pas proposer des réponses qui ne soient pas pensées à minima sur un format universel. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas de rapport de puissance, il y a des États beaucoup plus importants que d'autres et les organisations internationales sont plutôt plus dominées entre guillemets par les pays du Nord, mais néanmoins, rien ne peut être pensé, être adopté s'il n'y a pas cette espèce de minimum commun, d'où d'ailleurs, hein, c'est quand même assez intéressant d'avoir réussi à trouver un accord sur l'idée de protection sociale, parce que pour beaucoup de pays en développement, déjà ça, c'était considéré plutôt comme une question, presque une question de pays riches. Donc du coup, voilà, il y a quand même, c'est un peu les seuls espaces où on peut essayer d'apporter des réponses qui soient pensées et négociées un peu par tout le monde, et c'est quand même encore un mérite du multilatéralisme. Alison, do you want to answer the questions? Yes, again, we could speak for hours on this one point, but I think that the reality of both addressing the role of the ILO around occupational health and safety and support for that in many ways, even around a biological hazards convention, which has not been thus far ever developed. That's also seen as very necessary now, and trade unions will be supporting that in the work that we do internationally. But I would address the point about nationalism or nationalist answers to the crisis, because I think in what we've seen from many governments, they are of course addressing their own national context first, even within the EU, and this is where we have a mechanism for genuine multinational legislative development, which we don't have in other parts of the world anywhere. And what we see, I think, is, of course, politicians responding to a very uncertain future. Not only are we as workers in our own individual families and workplaces responding to what's the future going to be, who is thinking long term now? And what I see from many government leaders across different ministries and different departments, they're responding to the most emergency needs, the immediate needs. And what we really need is a longer term view. And I think that can also, not just in policy terms, but in the narrative around how governments show leadership and community leadership, union leadership, employer leadership, of what we are really looking for the kind of future of a world after the pandemic. And for us, what we know is going to happen is the job losses of now will take a very long time to recover from that. How do we invest in job creation that is decent work? What does it mean in terms of global supply chains, where reshoring is one of the words, I don't know how you say that in French, but from outsourcing to, multiple lines or tiers of outsourcing to subcontracting, reshoring, bringing jobs back onto shore from developing countries to developed countries. The supply chains are going to become much tighter, much closer. And so investment in regional development plans and within countries and within the EU, for example, or within East Africa, or wherever we're talking about, is a reality for not just investment in business, but repurposing companies. This is happening now, not just for making masks or making ventilators, but repurposing industry and business is happening on a massive scale. And it's not really being coordinated. And it's not even really being mapped very well. But what that means is that if we don't have an international framework in which we can actually look at how we can best support people to have sustainable businesses, and I mean that ecologically, economically, and in terms of the duration of business operations, it's not only that responsible business is about your own operations, it's how you invest and how you source throughout your global supply chain responsibilities. So all of that comes down to a whole lot of language that's been used in this conversation that happens in ILO conversations about the future of work. It is really about how we ensure that job creation and investment in jobs is making the best of the technology that we have and deploying that for human benefit,
not just for a very few rich companies or a very few owners of very few rich companies in very few countries. We really need to look at sharing technology, sharing intellectual property. What does it mean for research and development? It's being talked about in terms of vaccine development, but what about technology that can reduce carbon emissions in every sector? I mentioned materials for construction before, but you know, water supply, essential water supply for the poorest countries. We are dealing with members in developing countries that don't have access to clean water, let alone soap, let alone masks. What does social distancing mean for them? So I think there's a lot of lessons that is really coming to the fore about what needs we must take into account, how we prioritize those needs, and how we really address those questions that have been raised about gender-based violence, about genuinely addressing discrimination in employment for workers, for migrant workers, for women workers. Sometimes we're considered like a special group, huh? But indeed, it's women workers who are on the front lines very often in many of the industries we've been speaking about that have been so impacted by COVID-19. But I think that those issues actually address internationalism in a whole new way. And we need to not just reinvent and make sure that those conversations around policy are relevant to the world we're facing now, not 2 years ago or 5 years ago or 20 years ago, but what is the future of manufacturing in different countries? What is the industry policy dynamics that we want to see to really connect provision of good and quality food and agriculture through transport, through what we call essential supply chains in all of our countries? And they are complex questions, but we've got to address those all now in a way that makes sense and that can deliver good outcomes and benefits for not just working people, but for our whole society. I think there's a huge opportunity to reset and recreate from the lessons we know from the past. We shouldn't throw them out. And just as a quick comment, because I know right back to the beginning, Laura, you asked me about the practical actions that unions are taking. There are so many actions that unions are taking, and many of those are on our website. So I'll just say, if you look at the International Trade Union Confederation site in English, French, and Spanish, and the COVID-19 designated pages talks a lot about how unions have been engaging with government on COVID responses, but also beyond that, looking at the foundation for where we need to go and how we manage a transition that delivers greater economic justice and climate justice and gender justice and all the things that trade unions have been fighting for a long time. We see the moment to engage with companies and with business and with other actors in civil society is now. Thank you, Alison. Anoucheh, peut-être vous voulez conclure la fin? Très rapidement, je n'ai aucune prétention à conclure quoi que ce soit, mais en fait, sur la question des replis nationalistes, qui était la question qui était posée par vous, par un ou une des participants, en fait, je pense que c'est une question clé dans le moment que nous vivons ensemble. D'abord parce que les angoisses, la peur, la mort font qu'il y a tout de suite une tendance naturelle, y compris de nos gouvernants, à se replier sur ce qu'ils savent maîtriser le mieux, c'est-à-dire ce qui se trouve au sein des frontières nationales. Pour que cela ne se traduise pas en repli nationaliste et en rejet des autres, je pense qu'il y a un élément qui devrait nous guider toujours, c'est que dans les enceintes internationales, là où les décisions se prennent à un niveau macro par rapport au niveau de décision que nous connaissons mieux, qui sont du côté de nos pays, le Parlement, les assemblées régionales, etc., c'est que les préférences de nos citoyens puissent être reflétées, puissent être prises en compte dans les prises de décision au niveau supranational. Je pense que c'est un élément très important que les gens se retrouvent dans les décisions qui sont prises
pour eux, qu'ils puissent y participer activement. Et toutes les modalités de débat public aujourd'hui ou de participation citoyenne qui sont mises en place dans nos démocraties sont à raviver, à faire vivre dans ce but-là, il me semble. Mais le pendant de cette prise en compte des préférences de nos concitoyens, des préférences nationales, j'ai envie de dire, c'est aussi que ces préférences soient informées. C'est que nos concitoyens sachent précisément quelles vont être les conclusions quelles vont être les conséquences des décisions qui seraient prises en leur nom. Notamment, je prends l'exemple des chaînes d'approvisionnement mondiales, le raccourcissement des chaînes d'approvisionnement mondiales, la relocalisation des productions dans nos pays développés. Ça veut dire aussi que les gens sont prêts à payer plus cher leurs vêtements, leur nourriture, les commodités qu'ils achètent tous les jours, les téléphones portables et autres outils informatiques auxquels ils tiennent. Tous ces éléments-là ne pourront plus être produits selon la division internationale du travail qui voudrait que, selon la théorie des avantages comparatifs, on aille chercher les salaires les plus bas dans les pays le plus loin et à partir de là, offrir à nos concitoyens des produits à très bas prix et qu'on soit tout le temps dans cette concurrence à les rendre encore moins chers pour nos concitoyens. Donc voilà, je pense que la question des préférences de nos concitoyens à refléter au niveau international, au niveau des décisions supranationales qui sont prises pour eux est très importante, mais à condition que ces préférences soient bien informées dans les conséquences qu'elles peuvent avoir dans la vie quotidienne des gens. Merci beaucoup Anouché, je pense que c'est un bon commentaire de fin, donc on va clôturer là ce webinaire. Merci vraiment à toutes les quatre pour votre intervention et votre participation cet après-midi. Je voudrais aussi remercier Karine et Mathieu qui m'ont aidé à organiser ce webinaire et puis bien sûr tout le public de cet après-midi. Je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi et à bientôt. À bientôt.